Monsieur Sanogo. Oui. Alors, normalement, la parole est à vous. Je vous laisse débuter. Merci Si beaucoup. vous avez besoin d'aide, je suis toujours avec vous. OK, merci beaucoup, Carl. Ce thème qui nous réunit aujourd'hui m'est particulièrement cher, vu que je suis responsable des missions économiques de la CGECI. Vous comprenez donc, rejoindre les marchés extérieurs dans un contexte de reprise post-crise m'intéresse à plus d'un titre. Alors, le programme va se dérouler comme suit. Tout à l'heure, je vais laisser la parole à mon directeur exécutif, M. Stéphane Akangui, pour un mot de bienvenue. Ensuite, Carl, permets-moi de te tutoyer. Tu vas donc prendre la parole pour nous instruire sur les approches du commerce extérieur et les changements dans un contexte post-crise 2019. Ensuite, l'ordre va être un peu changé. Je vais passer la parole à M. Sidi Kouyaté. Je pense qu'il doit être de l'Afrique de l'Ouest, peut-être de la Côte d'Ivoire ou du Mali. Sur l'accès, pardon? Du Togo, peut-être? Du Togo, peut-être, d'accord. Donc, M. Sidi Kouyaté va donc intervenir sur l'accès électronique au marché extérieur. Après M. Sidi, on va passer la parole à M. Sylvain Pelcha, qui va nous parler de logistique intégrée. Alors, ce décor étant planté, il est clair que le temps étant imparti, et monsieur le directeur exécutif, si vous m'entendez, je vais vous demander donc d'activer votre micro. Oui, c'est fait. D'accord. La parole est à vous, monsieur le directeur. D'accord. Merci, monsieur Sanogo. Merci à tous. Ce webinaire dure 55 minutes, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Je voudrais tout simplement, pour l'instant, nous avons 24 participants. Donc, je voudrais tout simplement, au nom du président de la CGC, le président Jean-Marie Aka, souhaiter la bienvenue à ces 24 participants. Remercier sincèrement le cabinet Horatio Consulting International pour cette première. Nous avons au deuxième étage de la CGC un centre d'appui au développement des entreprises avec à l'intérieur un service de renforcement des capacités des entreprises. La période de Covid-19 nous empêche de nous réunir physiquement pour renforcer les capacités de nos membres, mais grâce au cabinet Horatio et à la technologie, nous allons essayer de les renforcer un tout petit peu, comme l'a dit Carl, en 55 minutes sur l'accès au marché international, qui, je dois dire pour l'instant, est le parent pauvre des mesures d'accompagnement Covid. Dans les mesures d'accompagnement Covid, on soutient les agriculteurs, on soutient les entreprises, mais il n'y a pas un accent particulier mis sur le commerce extérieur, alors que l'on sait que la Côte d'Ivoire est très tournée vers le commerce extérieur. Donc, c'est avec vraiment beaucoup d'impatience et de joie que j'invite tout le monde à suivre ce webinaire et que moi-même, je vais essayer de le suivre au moins le début de la présentation. Bonne présentation à tous, bonne formation à tous et encore merci au cabinet Horatio Consulting International et à Patricia que je connais bien. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je rappelle que M. Stéphane Akangui, le directeur exécutif de la Confédération générale d'entreprises de Côte d'Ivoire. Et dans mon introduction, j'avais omis de présenter les participants. M. Carl Méville-Deschênes, il est expert en développement du commerce extérieur, 25 ans d'expérience. Ce n'est pas rien. Je voudrais aussi présenter M. Sidi Kouyaté, cofondeur et CEO de OneASIS, cofondeur et CEO de Colosso. Enfin, je prononce peut-être mal le nom de l'agence. Donc, lui, il va intervenir tout à l'heure. Je crois que lui-même, il pourra se présenter mieux que moi. Je voudrais aussi vous dire que M. Sylvain Péchard, il est vice-président développement des affaires ventes de Larson GPS. Ils sont tous là. Je voulais aussi dire bonjour au DICAB du cabinet qui nous permet, qui est donc associé à la CGCI pour organiser cette conférence. Alors, sans trop tarder, M. Carl, si vous m'entendez, je voudrais donc vous laisser la parole pour nous instruire sur les approches du commerce extérieur et les changements dans le contexte post-Covid-19. Stéphane Akangui, directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Chers experts canadiens, chers partenaires de l'UACI, au nom de l'équipe du cabinet Harry Horatio Consulting International Abidjan et à mon nom propre, je voudrais sincèrement remercier la CGC de nous avoir associés à l'organisation de ce webinaire. C'est un véritable honneur et nous saluons cette collaboration que nous appelons de tous nos gagnants et gagnantes. Je voudrais également saluer la présence des entreprises, des acteurs du secteur privé, des acteurs du commerce international et tous les participants en vous souhaitant la cordiale bienvenue à ce webinaire. Le cabinet Harry Horatio Consulting International
plateforme qui se veut incontournable auprès des entreprises, intervient dans la formation, dans la réalisation d'études, dans la gestion financière, dans la gestion des projets des bailleurs de fonds, ainsi que la gérance. En fait. Le thème qui nous réunit ce soir fait référence au contexte difficile de crise sanitaire lié à la COVID-19 que traverse en ce moment le monde entier, et en particulier le monde des entreprises, le monde des affaires plutôt. En effet, après 2 mois de confinement avec son corollaire d'arrêt d'activité, les impacts de la COVID-19 sur les activités des entreprises ont été désastreuses au point de voir leur niveau de performance chuter de façon drastique. Aujourd'hui, dans le contexte de reprise progressive post-COVID-19, il apparaît très opportun de présenter aux entreprises qui sont au premier rang des sinistrés des solutions pour rebondir sereinement. Et comme l'un de nos piliers est d'accompagner les entreprises dans le développement durable de leurs activités, tant au plan national qu'à l'international, c'est donc avec plaisir que nous collaborons avec la CGC pour l'organisation de ce webinaire. J'ose croire que des solutions, des approches et des opportunités vous seront partagées et offertes par nos partenaires, les Canadiens, qui enregistrent plusieurs années d'expérience dans le domaine du commerce international. Nous attendons beaucoup d'intérêt de votre part, chers entreprises, chers participants, car ce webinaire est fait pour vous. N'hésitez pas à poser des questions pour les éclaircissements et les compréhensions. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous prends au mot. Effectivement, aujourd'hui, nous attendons des solutions et des opportunités de la part des intervenants. Et sans donc plus tarder, je voudrais donc passer la parole à monsieur Carl Milleville. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour ces mots d'introduction. Je reviens sur le 55 minutes, dont il n'en reste que 48. J'insiste sur cette notion de temps. On pourra déborder, il n'y a pas de souci. Mais en 55 minutes, on ne va pas retourner la planète. On va commencer ensemble par faire une espèce d'état des lieux très rapide pour comprendre véritablement où on se situe. On va regarder peut-être quelques exemples de possibilités qui nous permettent d'aller un peu plus loin et on va proposer des pistes de solutions à la fin. C'est important de comprendre ceci. Donc, on ne va pas régler le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire en claquant des doigts, mais on va comprendre peut-être la tâche qui nous incombe tous pour arriver à des solutions pertinentes. Alors, si vous me permettez, j'ai préparé une série de pages de différents sites pour ajouter un peu à mon propos, et non pas que ça devienne quelque chose de ma part, mais quelque chose qui est généré avec différentes organisations. Alors, toutes des nouvelles tout à fait récentes. L'OMC prévoit une chute du commerce mondial importante, entre 13 et 35 %. Chute du commerce mondial. On va le voir dans un instant, ce que ça veut dire pour nous tous, entreprises, qu'elles soient canadiennes ou ivoiriennes, le contexte comme vous le vivez aujourd'hui, entreprises fermées, confinement, etc., commandes qui cessent de fonctionner. Évidemment, ce n'est pas une grande découverte de comprendre que le commerce, en 2020, est plombé pour toute l'année. On ne va pas retourner aux chiffres de 2019 au mois de novembre, ce ne sera pas possible. D'accord? Mais on peut planifier et se mettre en place pour 2021, par contre. Et c'est ce qui nous préoccupe. C'est le 2021 et plus. Je reviens sur un article en anglais, mais je vais apporter 3 éléments qui sont importants. On parle de 3 implications majeures, selon Forbes, sur le commerce international. Alors, je vais aller un peu plus bas où on retrouve ces éléments de commerce majeurs. Le premier qui est mentionné, on a un petit peu que je m'y retrouve, la chaîne de valeur. La chaîne de valeur vient de prendre une autre dimension. Elle ne fonctionne pas comme elle fonctionnait. Ça va influencer sur tout ce que l'on fait en développement international, y compris les missions économiques. Je vais y revenir tout à l'heure. Okay? Alors, il faut repenser la chaîne de valeur et son utilisation. On va voir qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les marchés émergents dans cette mise en place de la chaîne de valeur. Le nationalisme prend une place de plus en plus importante. Si on regarde les États-Unis, c'est un exemple, mais il n'y a pas que les États-Unis. On pense à de l'achat local et certains pays comme la Chine qui achètent les échanges commerciaux, le plus d'échanges commerciaux entre 2 nations,
ont toujours été, jusqu'il y a quelques années, Canada-États-Unis, le plus grand nombre d'échanges entre deux pays. Nous avons perdu ce titre numéro 1, Canada-États-Unis, avec Chine-États-Unis. Mais avec un nationalisme grandissant américain, on achète moins chinois et les Chinois achètent moins américains. C'est une opportunité pour vous parce qu'ils vont se fournir, ils se fournissent déjà ailleurs. Et la Côte d'Ivoire peut devenir donc un plus grand fournisseur d'un marché comme la Chine. C'est important à se mettre ça dans l'esprit. Et si je rajoute le troisième point, et c'est là où je voulais en venir, des pays en développement qui n'ont pas de fourniture nationale vont avoir aussi de la difficulté sur leurs importations. Ils vont devoir repenser à de la fourniture locale. Ici, au Canada, nous ne fabriquions pas ou très peu de masques type N95. Maintenant, on en fabrique. On ne faisait pas des ventilateurs pour les hôpitaux. Maintenant, on en fabrique. Ce sont des éléments qui changent. Mais en quelques semaines, on s'est retourné, on s'est mis à faire ceci. C'est la même chose pour un pays comme le vôtre. Il faut penser que le prix de tout ce qui est médical va grimper. Alors, il y a des limites, mais la Côte d'Ivoire est un grand fournisseur de médicaments génériques, entre autres. Ça permet donc à la Côte d'Ivoire d'exploser cette production de produits médicaux génériques et d'aller le porter dans la sous-région. On peut commencer par des éléments simples d'accès comme ça. Je vous mets une courte vidéo. Je vais m'assurer que dans mon sharing, il soit prévu que je puisse vous partager une vidéo d'1 minute. C'est français parce que je cherchais quelque chose en français. Renvoie 90% comme de sa ça. production à l'étranger, dont 10% en Chine. C'est bon. Depuis l'apparition du coronavirus, ses principaux clients chinois des restaurateurs ont arrêté leurs commandes brusquement. La Chine principalement, plus de ventes puisque tout est fermé, on évite les contacts avec les gens, donc on ne va pas dans des restaurants où on peut rencontrer potentiellement d'autres gens. Donc le chiffre d'affaires il a chuté drastiquement du jour au lendemain quasiment. Hein. Dès les premières mises en quarantaine, ça s'est arrêté complètement. Si la crise sanitaire venait à se prolonger encore plusieurs mois, il devrait réduire le nombre de saisonniers. Certains employés s'interrogent. C'est vrai que ça peut être inquiétant si ça dure trop longtemps. Parce qu'on travaille quand même beaucoup moins. Plus au sud, même inquiétude dans les vignobles de Cognac. Dans cette distillerie, 30% des exportations, 100 000 bouteilles sont envoyées chaque année en Chine. Avec le virus, les clients chinois sont moins nombreux. Qui dit ralentissement de leur activité économique, ralentissement des commandes ou des commandes qui sont retardées. Bon, pour le moment, on n'a pas de commandes annulées, mais on est un peu à l'aveugle, on ne sait pas du tout comment ça peut évoluer dans les mois qui viennent. L'Asie et plus particulièrement la Chine représente le deuxième marché d'exportation pour le cognac. Excellent. Alors, je quitte. Merci. Je quitte ceci. Je vais rapidement. Une des choses les plus importantes à se rappeler maintenant, c'est que même si on est en période de pandémie et qu'on est isolé, qu'on fait du télétravail, qu'on ne va pas au bureau, il faut garder le contact de manière régulière avec ses clients. Alors, la Banque de développement du Canada, qui est une organisation qui appuie les entreprises canadiennes dans leur développement économique et leurs exportations, insiste beaucoup sur le fait qu'il faut poursuivre la conversation avec ses clients, ne pas les laisser tomber et ne pas s'enfermer dans une période de tranquillité. Donc, les relations commerciales, c'est la même chose on retrouve sur le site d'entreprise CCI Paris, Chambre de commerce, où on insiste beaucoup sur poursuivre la conversation avec ses clients et ne pas les laisser à eux-mêmes s'en aller et peut-être choisir d'aller ailleurs sans nous. C'est très important. Un endroit où on retrouve une multitude d'outils, peut-être pour nous permettre de jauger un peu ce qui s'en vient, pour nous faciliter la tâche, et je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil, c'est le site du CCI à Genève, qu'on retrouve à intrascène.org, n'est-ce pas, qui est un outil incontournable d'assistance. On retrouve des assistances par pays, par région, donc par exemple pour l'Afrique subsaharienne, pour l'Afrique de l'Ouest, pour la Côte d'Ivoire, et la préoccupation, il y a toutes sortes d'informations sur des programmes qui se mettent en place par pays pour soutenir le redéveloppement ou la mise en place pour permettre à l'entreprise d'aller un peu plus loin. Dans un pays comme le Canada, nous avons
des chances que vous n'avez peut-être pas. Le gouvernement mise énormément sur l'entreprise petite, moyenne. Elle a mis en place des outils financiers pour permettre à l'entreprise de passer au travers de cette période où la rémunération tombe à son plus bas niveau. Elle a mis en place des programmes pour assurer aussi qu'on garde un maximum d'employés autant que faire se peut par des subventions. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. C'est difficilement le cas dans plusieurs pays. Les États-Unis ne donnent pas autant de support que le gouvernement canadien. Ce sont des économies différentes. Il faut comprendre que chaque marché donne des outils différents. Le Maroc, parce que là, je me rapproche, je suis parti de l'Organisation mondiale du commerce, on est allé aussi ici à Genève, on a regardé un peu les Français, mais là, on se rapproche du continent. Allons jeter un coup d'œil sur les exportations marocaines. Le gouvernement du Maroc, le roi en particulier, prend à cœur la progression des entreprises, la difficulté qu'elles vivent, et elle a commencé à mettre certains outils en place pour faciliter les choses. Le Maroc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Maroc fait énormément en développement de commerce à travers l'Afrique. Vous avez vu les caravanes qui ont été mises en place par Mohamed VI, que j'admire énormément dans sa façon d'appuyer son pays au développement du commerce. Il y va sans aucune mesure, il va au maximum pour faciliter les choses. Pour moi, c'est un exemple de développement hors pair. Donc, le Maroc est un peu un chef de file là-dedans. Il faut comprendre que pour l'entreprise, qu'elle soit ivoirienne, qu'elle soit canadienne, il y a une chute énorme. Ici, le Canada parle de 20%. Je crois que c'est même inadapté. Il y a plusieurs entreprises. Soyons conscients, plusieurs entreprises vont ou ont déjà fermé leurs portes. Elles ne se relèveront pas de ces éléments-là. Nous sommes présentement dans une situation qui ressemble au grand crash économique. C'est une catastrophe planétaire. Donc, l'entreprise, plusieurs ne passeront pas à la prochaine étape. Mais un pays comme le vôtre a plusieurs opportunités de croître et de grandir. Donc, les pays... Hier, je parlais d'une publication avec le Bureau de facilitation du commerce du Canada. J'ai vu une infographie sortir dans laquelle on voit je vais revenir. Je vous laisse 5 minutes, monsieur. Calme. Oui, une infographie qui mettait les pays verts, les pays jaunes, les pays rouges. Le Canada est jaune. Si le Canada veut se déplacer en Côte d'Ivoire, on va être placé en quarantaine pendant 14 jours. 14 jours à l'hôtel. Plus maintenant, 48 heures. 48 heures. 48 heures. Ce sont des journées qui ne vont pas faciliter les choses. Alors, comprenons que lorsque vous travaillez sur l'exportation de vos produits, aujourd'hui, si vous vous déplacez par exemple en Europe, les implications limitent parce que le client est un peu terrorisé. Donc, il va falloir imaginer peut-être se servir de nouvelles façons de faire. Je vais vous en parler dans un instant. Alors, hier, un article paru chez vous, n'est-ce pas, par une de mes connaissances, M. Bombeau, l'exportation de l'ananas et la mangue fortement impactée. Comme tout le reste, les ventes sont plombées parce que l'expédition, parce que la chaîne de valeur, parce que le transport, parce que les distributeurs, la main-d'œuvre, elle n'est pas là, elle est absente, elle est malade, l'acheteur, le vendeur, les gens, l'épicerie, tout a changé. Tout a changé. Il est impossible aujourd'hui pour donner une donne complète parce que tout est en mouvance. Au moment où on se parle, tout change. Les éléments qui nous ralentissaient avant-hier ne sont pas les mêmes qui nous ralentissent aujourd'hui. Il faut comprendre ceci, c'est qu'on doit maintenant mettre en place des outils qui ont été suggérés depuis des années. Ce sont des outils, et M. Coaté va nous en parler dans un instant, ce sont des outils électroniques qui nous permettent d'aller porter nos produits un peu plus loin. Je crois que hier ou avant-hier, M. Guy Beng, que vous connaissez tous très bien, faisait une journée sur les micros et les micros, petites et moyennes entreprises dans un contexte COVID, une information qui a circulé en Web TV. Vous êtes libre d'aller revoir ceci. Vous allez trouver le lien sur le site de l'APEXI. Voilà. Alors, je termine ceci. Je sors de la navigation pour céder la parole à Sylvie dans une seconde. Donc, ce que nous faisions de manière traditionnelle, développer des marchés, comme nous l'avons appris,
préparer, aller en mission commerciale à l'étranger, rencontrer des gens, revenir, envoyer des échantillons, recevoir, etc. Cette façon de faire est déjà archaïque depuis longtemps. On préconise, on a mis en place souvent avec des programmes américains ce qu'on a appelé les foires commerciales inversées, où on fait le suivi avant la foire. On se sert des outils de réseaux sociaux, de commerce électronique pour attiser le feu et mettre les choses en place. Alors, dans ce contexte, j'aimerais céder la parole à Sidi Kouyaté, qui va parler d'une plateforme qu'il a développée. Il était chez vous il y a quelques mois d'ailleurs, il est revenu juste avant que les vols cessent pour rentrer au Canada. Et il va vous parler de ces accès électroniques pour permettre peut-être d'aller porter le produit un peu plus loin dans des marchés, peut-être des méthodes un peu plus moins élevées en termes de volume, mais particulièrement intéressantes pour la toute petite entreprise, qu'elle soit ivoirienne ou autre. Merci beaucoup, Carl. Merci. Je résume en 3 points votre intervention. Vous avez souligné que la chaîne des valeurs change, ça a changé avec le Covid. Aussi, il faut garder le contact avec le client. Et pour ce faire, il y a des outils électroniques qui vont désormais permettre de porter le marché plus loin. Et pour ce faire, qui d'autre que M. Sidi Kouyaté, expert en la matière, pour nous parler donc de ces outils. Si j'ai bien résumé, M. Sidi, vous êtes là? Je m'appelle Sidi Kouyaté, je suis le CEO et le fondateur de la société Colosso et Colosso Marketplace. Donc, merci déjà pour l'invitation, Carl, et puis merci à vous tous d'être là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent déjà. Ma compagnie, les 2 compagnies d'ailleurs, Colosso et Colosso Marketplace, on est dans le service financier et puis dans le marketplace. Donc, pour aller très, très rapidement et puis très vite, d'un côté, on a une solution de paiement adaptée à l'Afrique et pour les Africains. Et de l'autre côté, on a une plateforme pour aider les entreprises africaines, surtout les promoteurs locaux. C'est-à-dire, nous, on pense que la diaspora peut beaucoup intervenir au développement du commerce local en Afrique. Ça, c'est très important pour nous déjà. Si on regarde un peu, je vais partager rien que pour la page, on va dire pour la page de la Côte d'Ivoire. Je vais rentrer dans le, je ne sais pas si vous regardez le partage, mais je vais rentrer dans le partie, attends. Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est où déjà? Voilà, tac. Je vais mettre la Côte d'Ivoire parce que déjà, on travaille avec déjà des marchands ivoiriens. Ce que moi, je trouvais avant injuste, c'est de ne pas mettre en avant les produits africains. C'est-à-dire, sur cette plateforme, qu'est-ce que nous, on fait? On va aller chercher tout ce qui est les promoteurs locaux en Afrique pour pouvoir les permettre d'aller exporter leurs produits à l'international. C'est très important pour nous parce que quand on regarde les entreprises qui ont la main, comme on dit, qui fabriquent des produits vraiment spéciaux en Afrique, mais ces produits ne sont pas exportés de façon facile. Et puis, la plupart des marketplaces qui sont sur place prennent des commissions encore sur les ventes sur ces produits-là. Et puis, les transports, c'est complètement difficile. Donc, nous, on a mis cette plateforme-là sur place, Colosso Marketplace, pour pouvoir donner ce coup de main aux promoteurs locaux. Mais quand je dis les promoteurs locaux, vraiment, c'est uniquement les promoteurs locaux. Hein. Ces promoteurs locaux, tous les produits qui sont fabriqués en Afrique, pour permettre à ces promoteurs locaux d'exporter leurs produits à l'international. Aujourd'hui, comment ça se passe? Un promoteur local qui est en Côte d'Ivoire, il va juste créer son compte sur la plateforme, il va mettre ses produits là-bas, il n'y a pas de commission, on ne prend absolument rien sur les ventes, et puis le produit peut se retrouver aux États-Unis ou au Canada en 72 heures.
C'est-à-dire quelqu'un qui est au Canada ici, comme vous voyez sur l'écran, par exemple, les produits de Chic Beauté, et la personne vient ici, il va acheter ce produit-là, puis il va l'avoir en 72 heures et l'autre personne va recevoir son argent de façon instantanée. C'est ça qu'on a fait. On ne bloque pas l'argent des marchands non plus, parce que ça joue sur le commerce. Un exemple, moi, Sidi, je suis au Canada, je vais acheter ce produit, je prends ma carte Colosso, je vais sur la plateforme, j'achète. La personne qui est au Canada, qui est promoteur local au Canada, va être notifiée. Le transporteur va prendre le produit et puis il va envoyer au Canada. La personne ici va le recevoir en 72 heures. Nous, on trouve que ça, c'est une grosse valeur ajoutée pour les pays africains de mettre en valeur uniquement les produits qui sont fabriqués en Afrique à l'international. Ça, c'est un point. Ça facilite aussi l'échange des produits qui sont fabriqués en Afrique entre les pays africains. Par exemple, ce produit-là, on prend un exemple. Par exemple, pour le Comore déjà, il y a des produits qui sont très, très bien faits là-bas. Et les Ivoiriens veulent avoir accès à ces produits-là. Mais rien qu'à cause des moyens de paiement et à cause de la visibilité de ces produits, ils n'ont pas accès. Vice-versa, les Maliens aussi ont besoin de ces produits-là, les produits qui sont vendus en Côte d'Ivoire, etc. Donc, la plateforme permet de façon très, très facile de mettre en valeur les produits qui sont en Afrique pour que la diaspora puisse intervenir pour pouvoir supporter le commerce local déjà. Parce que moi, avant de dire quoi que ce soit, j'ai des produits, par exemple, je ne sais pas, Ignam ou des trucs comme ça. Il y a des gens qui le vendent en Afrique. Moi, j'ai besoin de ça au Canada pour pouvoir développer le marchand qui est à l'extérieur, qui est en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Donc, la plateforme sert uniquement de ça. Nous, on ne va pas chercher chez le marchand l'argent parce qu'on considère déjà que les marchands en Afrique, les promoteurs locaux, ont déjà du mal à se développer. Donc, on ne va pas aller les chercher des commissions sur les ventes. Nous, on gagne sur le transport. Nous, on a développé un système très, très efficace en termes du transport pour pouvoir importer et exporter les produits entre les différents pays en Afrique et entre l'Afrique et puis le Canada, les États-Unis, etc. D'où Colosso Marketplace. Et de l'autre côté, le moyen de paiement qui est la carte Colosso, qui est une carte africaine, hein, qui, on ne va pas aller chercher aussi dans la poche des gens sans des pourcentages de 3,5 ou des trucs comme ça. Nous, c'est un moyen de paiement qui sert à favoriser la bancarisation, puisque la carte elle est gratuite en tant que telle, qui sert à favoriser, à permettre aux gens, par exemple, les gens qui sont à Koroko ou je ne sais pas, qui se trouvent à Zenoula, de pouvoir faire des achats facilement sur cette plateforme-là qui est pratique et qui met en valeur le produit, tout ce qui est fabriqué localement. Donc, en gros, c'est ça le business que nous, on a développé pour pouvoir supporter le commerce en Afrique actuellement. Avant la COVID, la plateforme, elle était là, mais avec la COVID, la plateforme a pris beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur parce qu'il y a eu beaucoup de marchands qui sont venus s'inscrire à cause de la simplicité de l'inscription et parce qu'on ne prenne pas de commission et l'argent est donné tout de suite aux marchands. Donc ça, c'est une plateforme qui supporte la production africaine, qui met en avant les marchands africains à l'international et qui permet aux Africains d'avoir accès à du commerce électronique de façon simple et moins chère, en utilisant une solution africaine et qui met en avant les produits africains. Donc, en gros, c'est ça la solution que nous, on propose aux Africains. La Côte d'Ivoire fait partie, le Mali, etc. Entre parenthèses, je suis ni de Togo, ni de la Côte d'Ivoire, je suis du Mali, mais je suis togolais, je suis ivoirien, je suis africain, en gros. Merci beaucoup. Donc voilà.
Je ne sais pas si ça résume un peu pour aller plus vite, pour qu'on puisse avoir des questions-réponses. Parce que par rapport à ce que je viens de dire, je pense qu'il y a des questions à poser, il y a des questions il y a des réponses à donner aussi. Bien évidemment. Vous êtes basé au Canada, je suppose. Oui, on est basé au Canada, mais on est dans 11 pays en Afrique, y compris le Rwanda, etc., etc. D'accord, merci beaucoup. Déjà, je résume un peu ce que vous dites et ça répond, je dirais, plutôt à la question que nous pose le thème, c'est-à-dire rejoindre le marché extérieur dans un contexte de reprise post-crise. Parce qu'avec la crise du Covid, les contacts physiques sont quand même très restreints aujourd'hui. Et il est donc important qu'il puisse y avoir des plateformes capables donc de mettre en contact les clients et les fournisseurs sans forcément se déplacer. Je crois même que c'est ce que voulait dire cher ami Carl quand il disait que les missions économiques vont connaître une baisse drastique. Voilà, merci beaucoup. Mais vous avez aussi parlé de logistique, vous avez parlé de transport. Donc, je vais donc passer la parole à M. Sylvain Pelchat pour qu'il puisse donc nous parler de logistique intégrée post-Covid-19. Et ensuite, on va ouvrir donc les questions-réponses. Monsieur Sylvain Pelchat, vous êtes là? Bien sûr, bonjour tout le monde. Bonjour, la parole est à vous. Alors, merci. Alors, Sylvain Pelchat, je suis également basé à Montréal. On a un bureau ici à Montréal et on a un bureau à Miami aux États-Unis. Je connais Carl depuis, nous avions des cheveux à cette époque. Et Carl et moi, on fait beaucoup de choses à l'international ensemble. Carl, surtout sur l'Afrique. Moi, je suis principalement un spécialiste dans le corridor sur l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Je suis moi-même entrepreneur, donc de quoi on vous parle aujourd'hui. D'abord, félicitations, Sidi, c'est extraordinaire. Je n'avais jamais entendu parler de ça, mais on va faire la promotion de ça. Et puis aujourd'hui, je vais partager mon écran aussi. Aujourd'hui, mon objectif, c'est, on m'a demandé de vous parler quelques minutes. Je vais aller chercher ma diapo. On m'a demandé de parler quelques minutes sur la logistique et le transport international. Alors, pour démarrer, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Parfait. Alors, souvent, et on travaille avec des gens de partout dans le monde, et peu importe si c'est de la petite ou de la grande entreprise, les gens, pour toutes sortes de raisons, ils vont exporter dans 2, 3, 4, 8, 12, 25 pays, mais souvent, ils vont hésiter à venir au Canada et aux États-Unis. Alors que ce sont des marchés extraordinaires, mais il y a des choses à faire au préalable. Alors, réussir son entrée en Amérique du Nord, c'est possible. Et lorsque vous le faites, mais ce qui est intéressant de ça, c'est que ça peut être pérenne et ça peut être lucratif. Mais il faut faire ses devoirs avant. Alors, c'est ça qui est important. Et c'est le message aussi que Carl vous mentionnait d'entrée de jeu. Il y a une réalité mondiale. On est tous dans le même, on est tous sur la même planète, donc on est tous dans le même vaisseau. Mais il y a des choses en commerce international qui ne changent pas. Et la préparation, les contacts, Carl l'a dit, continuez à parler à vos clients, continuez à parler à vos fournisseurs, c'est primordial. Alors, avant de s'en venir chez nous, bien entendu, comme un peu partout, si vous êtes dans l'alimentaire, il faut faire vos devoirs, autant pour les réglementations du FDA aux États-Unis, de Santé Canada au Canada, principalement en ce qui concerne vos ingrédients, votre étiquetage. Au niveau du bois, respectez tout ce qui est la convention IPPC, les minéraux, tout ça. Alors, ça, ce sont des éléments avec lesquels vous devez vous trouver des partenaires pour vous aider à le faire. Et par le biais de Carl, c'est une bonne ressource pour vous. Il va savoir vous diriger vers les bonnes personnes. Il y a des vérifications en export à faire de votre pays et des vérifications à import aussi, principalement au niveau des duties. L'important pour vous autres, pour venir en Amérique du Nord, et quand je parle d'Amérique du Nord, je parle principalement du Canada et des États-Unis, bien entendu, par extension, le Mexique. C'est va être important pour vous de vous associer aux bonnes personnes. Un bon transitaire, un bon courtier en douane, un entreposeur local, un transporteur routier qui va être en mesure de faire votre dernier mille, que vous vendiez inline ou online, on va y revenir tantôt. Mais ce sur quoi je veux insister dans les quelques minutes qu'on va parler ensemble, c'est que souvent, vous allez être dans des missions d'affaires ou vous allez être dans des salons, dans des foires commerciales et vous allez faire des contacts. Vous allez intéresser des gens à vos produits qui ne sont pas nécessairement dans votre pays ou sur votre continent. Et souvent, on a l'impression qu'après avoir discuté avec les gens, puis on s'est entendu sur un prix, que ça se termine là, qu'après ça, on peut expédier, on peut y aller.
Alors moi, je dis toujours, la première chose, et c'est là que je vais venir attacher ça avec les Incoterms, c'est, vous pouvez le voir dans la nomenclature de la diapo, c'est la négociation d'affaires, c'est le prix, bien entendu. Exemple, 10 000 pour 2 palettes de produits, quoi que ce soit. Mais c'est 10 000 où? Chez vous, en Côte d'Ivoire, au port à Montréal ou à destination finale à Toronto, par exemple. C'est plus le même 10 000 si vous devez débourser de votre poche ou si votre client doit débourser de sa poche. Et là, il arrive un problème souvent, et c'est là que ça ne se produit pas, c'est qu'on a assumé d'un côté comme de l'autre, on n'a pas terminé la transaction. On s'est entendu sur un prix, mais on n'a pas les conditions. Alors, il faut, avec l'Incoterm, et c'est là que je vais venir introduire l'Incoterm, qui sont relativement nouveaux depuis 2020. Il y a eu une modification, mais les Incoterms existent depuis 1936. Qu'est-ce que c'est? Incoterm veut dire International Commercial Terms, donc les termes de commerce internationaux, qui viennent faire les 3 éléments que vous voyez au bas de la diapositive. Qui va payer le transport? Qui va prendre les risques en cours de transit? Et où a lieu le point de transfert entre le vendeur et l'acheteur? Et c'est pour ça que vous devez négocier le prix et l'Incoterm en même temps. Et c'est majeur, c'est hyper important. Et là, quand vous réussissez à faire ça, là, vous pouvez dire que vous êtes sur le chemin de réussir une transaction. On va parler de logistique, on va parler de logistique intégrée. La diapositive que vous voyez à l'écran, elle est aussi bonne de chez vous vers l'Afrique, de chez vous vers la France, de chez vous vers chez nous, en Amérique du Nord. Et ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une séquence et comprendre qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on est capable d'anticiper, on est capable de planifier la majorité de ces coûts-là parce qu'on connaît les coûts, on connaît les acteurs et on sait de quelle façon ça va fonctionner. Mais au départ, effectivement, il faut que mon prix et mon Incoterm aient été négociés. Alors, dans votre pays d'origine, bien entendu, il y a de la fabrication, de la gestion des stocks. Vérifiez votre réglementation. Il y a probablement une formalité au niveau d'export-douane. Après ça, il y aura les mouvements de transport. Quand ça arrive de notre côté ici, c'est la même chose. On va utiliser vos documents. OK? Que c'est voyager par avion ou que c'est principalement dans votre cas, ou que c'est voyager par maritime. Il va y avoir une importation qui doit être faite si vous rentrez au Canada ou aux États-Unis. Donc, il y a de la documentation. Cette documentation-là, entre autres, le Custom Invoice est un document standard international dont on est capable de le préparer en amont. On est capable de le faire vérifier par les gens qui vont recevoir la marchandise. On va être capable de préparer le dédouanement avant que la marchandise ne soit même arrivée. La technologie permet ça. La technologie permet une fluidité et également de s'assurer qu'on ne soit pas arrêté ou saisi ou carrément notre marchandise elle est détruite parce qu'on n'a pas fait en amont les éléments qui devaient être faits. Alors, puis bien entendu, ensuite de ça, les services finaux par rapport à la livraison finale chez le client. Que votre client soit ce qu'on appelle inline, donc dans des centres de distribution, dans des commerces avec pignon sur rue, ou comme M. Sidi le mentionnait tantôt, si vos clients sont online, si c'est du e-commerce. Donc, on a des stratégies. Juste pour notre entreprise, on a une quarantaine d'entrepôts partout à travers l'Amérique du Nord, que ce soit en congelé, en sec ou en température contrôlée, que ce soit en fulfillment pour du e-commerce. On est capable de le faire un peu partout à travers les États-Unis, le Canada et l'Amérique latine. Mais on est capable de le faire si le fabricant a fait son travail comme il faut en amont, s'il a fait vérifier ses étiquettes, s'il s'est assuré de respecter les réglementations. Parce que par la suite, un coup que c'est dans nos mains, pour nous, c'est notre métier. On est capable de faire ça tous les jours. Et vous allez connaître les prix à l'avance. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, une fois en Amérique du Nord, c'est important que vos partenaires, vos différents partenaires puissent s'arrimer ensemble. Alors, les questions toujours à poser, je viens d'en parler. Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est à température contrôlée? Est-ce que c'est réfrigéré? Par où ça va rentrer? Est-ce que votre stratégie est de rentrer par Montréal, par exemple, par le Canada, parce qu'il y a une partie de la marchandise qui va rester là pour ensuite distribuer le reste aux États-Unis? Ça se fait très, très bien en Amérique du Nord, bouger de la marchandise d'un pays à l'autre, en autant qu'on peut se préparer d'avance. Il y a encore des frontières, mais dans notre métier, on travaille des deux côtés, donc on sait très bien comment ça fonctionne. Qui va être l'importateur?
Est-ce que vous avez un importateur ou vous n'avez pas d'importateur? Est-ce que vous pourriez vous-même jouer le rôle d'importateur? Fort possible. Alors, ce sont tous des scénarios que quand on les sait d'avance, on peut les préparer pour vous pour s'assurer de la fluidité de l'arrivée de vos produits, qu'ils arrivent par caisse, qu'ils arrivent par palette, qu'ils arrivent par conteneur. C'est toujours la même séquence. Juste vous rappeler aussi que le continent africain, c'est énorme. Juste vous rappeler aussi que le continent nord-américain est énorme. Donc, si on arrive à New York, puis on pense être le lendemain matin avec mon produit en Californie, je m'excuse, ce n'est pas tout à fait la réalité. Alors, c'est important de savoir où sont vos clients, parce que tout le monde va vous dire « Non, 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 viens t'installer à New York, ça va être superbe, il y a beaucoup de monde. » Oui, mais mes produits plaisent aux gens, aux Latinos, mes produits plaisent aux communautés culturelles. Et peut-être que tes produits vont peut-être mieux se vendre sur Miami ou sur le Texas. Alors, il y a tous ces éléments-là qu'il faut tenir en compte. Bon, comme je disais tantôt, est-ce qu'on va garder tous vos produits à un seul endroit en Amérique du Nord ou on va les disperser dans plusieurs entrepôts pour être près du client final? C'est encore des scénarios qu'il faut regarder. Est-ce que, et l'autre aspect aussi, c'est que peu importe où vous êtes, si vous êtes en Afrique, en Asie, en Amérique latine, d'avoir accès en temps réel à vos produits sur le continent américain, nord-américain, et pouvoir placer des commandes, voir vos inventaires, savoir avoir une visibilité comme si vous ouvriez la porte de votre bureau et que l'autre côté, c'était vos entrepôts en Amérique. Alors, c'est important. Puis aujourd'hui aussi, beaucoup de clients, si vous êtes dans des produits cosmétiques, pharmaceutiques, alimentaires, les centres de distribution et les clients ne fonctionnent que par rendez-vous. Alors, c'est important d'avoir des livreurs finaux qui vont faire ce qu'on appelle le last mile, le dernier mille ou le dernier kilomètre pour nous qui utilisons le système métrique. Alors, je termine avec cette diapo-là qui vous explique qu'effectivement, il y a une validation de marché à faire, il y a un respect des normes, les accords commerciaux. Tout ça, Carl peut vous en parler de long en large. Mais c'est important parce que nous, la logistique, on arrive à la fin. Et si un des 3 premiers blocs est incomplet ou il n'est pas fait de façon conforme, ça va bloquer au numéro 4. Et souvent, le numéro 4 va faire en sorte que vos gens attendent vos produits, ils n'y arrivent pas. Et c'est là que vous venez perdre toute votre crédibilité et que souvent, vous venez perdre vos marchés. Alors, c'est super important de bien préparer ça, de s'associer à des personnes qui connaissent bien le continent nord-américain. Est-ce qu'il reste du temps pour jouer un peu de vidéo, Carl, ou on peut arrêter là, c'est bon? Non. Parfait. Je ne sais pas si j'ai été clair ou… C'est parfait pour le moment. Bon, merci. Merci beaucoup. Alors, Carl, vous voulez ajouter un mot? Non, mais tu peux condenser la présentation de Sylvain, puis après ça, je vais introduire la période de questions si tu me le permets. D'accord. Alors, comme l'a dit Sylvain, je ne vais pas être plus royaliste que le roi. Alors, il nous a donc présenté cette plateforme logistique électronique qui permet donc d'arrimer les partenaires, les clients avec les producteurs, bien sûr, en passant toutes les étapes nécessaires. Mais je voulais savoir avec M. Belchat s'il est spécialisé uniquement sur le marché américain ou d'autres marchés. On travaille sur tous les marchés, on a des clients partout dans le monde, mais en termes de livraison finale, notre réseau de 40 entrepôts et nos partenaires, on est très, très fort en Amérique du Nord. Mais oui, on expédie partout dans le monde comme transitaire, mais comme spécialiste d'accompagnement, étiquetage, réglementation douanière et souvent aussi l'interrelation avec vos représentants sur le terrain, vos courtiers. C'est super important, ça aussi. On est capable de travailler avec ces gens-là. Donc, c'est pour ça que nous, notre force principale, c'est d'aider les entreprises étrangères sur le continent nord-américain. Mais oui, comme transitaire, on travaille partout dans le monde. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la dernière phase, ou bien à l'avant-dernière phase, Carl. Oui, alors, juste pour remettre les choses en contexte. Au départ, on a parlé de ce commerce extérieur qui est plombé, qui tombe de manière rapide, drastique. Et avouons-le, c'est une catastrophe pour plusieurs entreprises. Il y a 2 ans, on a travaillé de concert avec un programme américain de USAID. On a formé des entreprises en commerce international
sur ce qu'on a vu en partie très brièvement tout à l'heure, c'est-à-dire le commerce de manière électronique pour aller chercher de nouveaux marchés, la logistique intégrée qui nous permet de se rendre là où on ne se rendait pas avant. Souvent, quand on se déplace, on veut vendre des containers, mais on a montré ici une entreprise tunisienne, Carthago, qui fait du poisson en conserve, qui fait du couscous, qui fait aussi des produits de date et de dérivés de produits de date, et bien sûr, peut-être pas dans l'illustration, mais des produits d'huile d'olive. Alors, on les a formés de cette manière-là. Donc, pré-COVID, ils ont travaillé, ils ont trouvé un entreposage en Amérique du Nord, ils ont mis du matériel disponible, ils ont mis du matériel dans les entrepôts d'Amazon avec des ententes commerciales avec eux, bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ils annonçaient, il y a quelques jours, il y a moins de 24 heures en fait, ils annonçaient que les produits de Carthago étaient disponibles avec Amazon Prime. Moi, j'ai travaillé, je suis allé 33 fois en Tunisie, je suis très tunisien, j'achète mon huile d'olive tunisienne. Maintenant, j'ai un accès Amazon Prime, je commande aujourd'hui et demain, devant ma porte, on me livre mon produit tunisien que j'aime à la porte. Ça. Évidemment, ça nécessite de la préparation. Et c'est ça qu'on essaie d'introduire aujourd'hui. C'est un programme de formation qui devrait suivre, dont on vous parlera à la toute fin de ceci, un programme de formation qui va permettre à l'entreprise ivoirienne de pouvoir comprendre ces notions de commerce basées sur ce qu'on apprend normalement, mais se rendre dans un nouveau contexte pour passer par-dessus les barrières que met en place le COVID pour permettre à l'entreprise ivoirienne d'aller de l'avant et d'aller conquérir des marchés, peut-être en vendant un carton, une palette, 20 palettes, 20 palettes, un container, 10 containers, 100 containers, mais ça commence par une petite vente au départ. Et elle est accessible d'une manière qu'on n'a pas encore soupçonnée. Et c'est là le bienfait de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à ça. Je laisse donc maintenant la parole à Octavianus, qui peut s'occuper de cette période de questions, parce qu'il est le premier intervenant ivoirien dans cette démarche. Merci. Déjà, avant de passer la parole à M. Octavianus, je voulais juste résumer rapidement ce qui a été dit. Avec Carl, on a parlé de garder le contact avec les clients à travers des outils. Et parmi ces outils donc disponibles, M. Sidi nous a parlé de Colosso Market, si je prononce bien. Et donc, une plateforme qui permet à tout le monde donc, de venir exposer leurs produits. Et ce produit-là peut être visible partout dans le monde et donc permettre d'avoir de nouveaux marchés ou permettre d'avoir d'autres débouchés. Alors, si le marché y est, il faut bien sûr que les produits puissent partir à destination. Et pour ce faire, M. Sylvain nous a donc présenté une plateforme, Incoterm, qui est très intéressant en la matière, qui permet donc d'envoyer les produits jusqu'à la porte du client. Donc, c'est très important, toute cette chaîne qui se met en place donc, à travers cette conférence. C'est ce que j'appellerais donc trouver des solutions, rejoindre le marché extérieur en dehors du contact physique. Alors, si vous me permettez, on va donc passer à la phase des questions. Mais avant, est-ce que, monsieur le DG, vous avez quelque chose à ajouter? Monsieur Agouabli. Oui, ajouter quelque chose, c'est de revenir un peu sur la formation que nous étions en train de préparer avec monsieur Carl, en collaboration avec la CGC. C'était sur le commerce international et les Incoterm 2020 que nous préparions, qui devait avoir lieu au courant du mois de mai. Mais malheureusement, pour cause de la crise, la pandémie, nous avons dû reporter cette formation à une date ultérieure, et quitte à la faire lorsque les conditions le permettront. Voilà, c'est la raison pour laquelle la formation d'aujourd'hui a été organisée. Ce webinaire a été organisé pour préparer un peu nos chefs d'entreprise à ce à quoi ils doivent s'attendre au cours de cette formation. En fait. Voilà un peu ce que je voudrais ajouter. Je crois pour poursuivre la conversation, finalement. Comment? OK. Merci. Pour permettre de poursuivre la conversation. D'accord. Merci beaucoup. C'est bien souligné. Alors, s'il y a des questions, je voudrais prier les intervenants à lever la main, comme je l'ai fait. Ce serait plus simple. Ou bien, il y a des icônes qui peuvent aussi permettre de vous signaler si vous avez des questions.
Mais en attendant que ces questions, je voulais moi-même poser une. Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me signale une présence? Vous pouvez aussi m'envoyer les questions dans la conversation de groupe qui s'affiche en bas. Vous regardez. Alors, monsieur Melville de Chelles, excusez-moi, votre nom, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend ce soir. Alors, vous avez présenté cette chaîne et j'aimerais moi vous poser une question un peu personnelle. Je suis responsable des missions économiques. Est-ce que vous voulez bien me mettre au chômage? Je suis d'accord. Mais avant, je voudrais donc vous poser la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tous ces outils qu'on a, est-ce qu'il est encore intéressant qu'on mette l'accent sur ce que j'appellerais les missions traditionnelles qui consistent à aller au contact physique avec le marché, avec les clients? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, je vais d'abord, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas au chômage. Tes compétences vont évoluer et tu deviendras absolument incontournable. Les missions économiques traditionnelles ont leur importance. Je suis, malgré mes yeux bleus, moi aussi très africain et j'aime rencontrer les gens. Le truc électronique comme ça, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Par contre, de manière traditionnelle, comme toutes les organisations qui organisent des missions, on a une façon de faire qui, à mon humble avis, est archaïque. C'est-à-dire qu'on se prépare, à mon humble avis, plus ou moins bien, on va là-bas, on rencontre les gens, on ramasse des cartes, on ramène les cartes avec soi et on se promet de faire le suivi au retour. Mais on est pris dans le quotidien, le patron veut un rapport, j'ai ma belle-maman qui est malade, bref, on vient déborder et on ne fait pas le suivi comme on devrait le faire. Ce qu'on préconise, c'est qu'on devrait préparer une fois 8 à 12 mois à l'avance, en se servant des technologies de l'information appropriées. Et faire comme je vous ai montré Carthago, dans cet exemple-là. La première année, quand je suis arrivé en Tunisie pour ce programme américain, j'étais à 20 jours d'un départ d'une trentaine d'entreprises dans le secteur agroalimentaire tunisien qui allaient au Summer Fancy Food Show à New York. Ils avaient, dans ma préparation, je n'ai pas vu, ils n'avaient pas une page qu'on appelle un one-pager en anglais, décrivant ce qu'ils font, avec un prix nord-est américain des États-Unis, sud-est des États-Unis, prix pour le centre, prix pour le sud-ouest ou le nord-ouest, à la caisse, à la palette ou au container. Ils n'avaient pas ce genre de choses-là. Alors, ils allaient, ils rencontraient, les gens disaient « Oui, c'est bien, ça m'intéresse, est-ce que je peux avoir un prix? Je vais vous revenir dans un mois. » Ce qu'on a fait toute l'année, entre cette visite et l'année suivante, on a fait un coaching constamment, qui était ici appuyé par les Américains. Il est 13 heures. Et on a facilité de permettre aux entreprises d'avoir les conversations avec les distributeurs avant d'y aller, de faire les échantillons avant d'y aller pour le mois de juin de l'année suivante. On a adapté le calibre des olives, la couleur, la taille du pot, l'étiquette. Quand ils se sont déplacés la deuxième année pour aller au Summer Fancy Food Show, ils avaient exactement ce que le client voulait, avec le prix qu'il voulait. Et on a combiné 9 entreprises dans 3 containers qui ont renvoyé les échantillons dans un entrepôt, comme le mentionnait M. Pelcha, de logistique intégrée. Et on retrouvait sur une tablette, donc une possibilité de commande électronique privée, donc B2B, pour permettre aux visiteurs qui viennent au stade de regarder le produit et de dire « Moi, ça m'intéresse pour mon magasin à Manhattan, je voudrais t'acheter 4 cartons. » 4 cartons, ce n'est pas des containers, c'est 4 cartons. Mais ils sont disponibles dans un entrepôt New Jersey. Visa, Mastercard, PayPal, taxes, transport, assurance, etc. Lorsque la commande se fait, moi, comme commerçant, je la vois. Je sais exactement combien va aboutir dans mon compte de banque. Évidemment, j'ai investi pour amener les produits en place, mais j'ai donné tout de suite le produit à mon client, ce qu'on ne fait pas. Lorsque je quitte la foire après quelques jours, j'ai des commandes, j'ai déjà de l'argent qui est rentré, même si c'est petit, c'est de l'argent qui est rentré. C'est déjà, c'est pas un bénéfice, mais j'ai de l'argent qui rentre. Et là, je peux jauger une demande. Et lorsque je reviens, mon suivi est en partie amorcé. Et lorsque je vais voir mon patron en lui disant « J'ai vendu pour 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 $, la réception de mon patron ne sera pas la même que si je l'arrive avec une pile de cartes en lui disant « Voici mes prospects, je vais travailler fort et on aura des commandes cette année. » Alors, on est passé d'une croissance la première année de presque rien
à une croissance phénoménale après la deuxième année avec un processus comme ça. On appelle ça la foire commerciale inversée. Merci beaucoup, Carl. Alors, je voulais revenir à M. Sidi Kouyaté. À travers votre plateforme, donc, excusez-moi, Colosso. Alors, j'ai pas mal de questions quand même vous concernant. Aujourd'hui, les plateformes pullulent partout sur le net, hein, sans parler des majors tels que les Alibaba et autres que nous connaissons déjà, les Américains. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que votre différence, c'est que les gens, on ne paye pas de frais à l'entrée, d'accord? Mais toujours est-il que vos frais qui sont donc récupérés sur les coûts de transport sont quand même des frais. Je veux dire que si je dois envoyer une banane aux États-Unis, je ne paye pas des frais pour être sur Colosso Market, mais ça peut se répercuter sur mes frais de transport. D'une manière ou d'une autre, je paye quand même. Alors, comment est-ce que vous pouvez donc concurrencer les majors qui sont déjà sur place? Puisqu'ils mettent son produit, c'est sûr déjà que on aura un preneur. OK. C'est une question très importante déjà, mais je pense que on se tutoie, hein. Je pense que tu n'as pas bien compris. Quand tu vas sur la plateforme et que il faut essayer de faire un tour, comme ça tu vas comprendre qu'en termes de transport, déjà, c'est le client, ce n'est pas un coût intégré, hein, comme les autres ils font. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y a le prix. Déjà, il faut comprendre que sur notre plateforme, le prix, c'est le prix de vente du produit localement. OK? Dans un premier temps, il faut comprendre ça. Nous, on exige aux marchands locaux de mettre le prix de vente en détail localement sur la plateforme. Ça, c'est dans un premier temps. Et l'autre, ça va être quoi? Ça va être en termes de transport, le coût est très, très compétitif et c'est le client qui paye ça. C'est deux choses complètement séparées. Il fallait faire, je t'invite à aller faire un parcours client sur le site pour acheter un produit, par exemple. Comme ça, tu vas voir le coût de transport pour 1 kilo. Et en ce moment, tu vas comprendre ça. Donc, non, pas du tout. Et puis, nous, il n'y a pas de concurrence. Hein. Quand on regarde Alibaba, ils font la promotion des produits chinois, là. L'Afrique est blindée des produits chinois. Donc, aujourd'hui, la plateforme Colosso Marketplace permet aussi de faire la même chose, mais d'exposer les produits qui sont uniquement fabriqués en Afrique à l'extérieur. La façon dont Alibaba, il envoie les produits chinois vers l'Afrique, nous aussi, on veut envoyer les produits africains vers la Chine, vers les États-Unis, vers le Canada, et puis faire consommer ces mêmes produits par les Africains. C'est ça l'idée. Mais il faut que ça soit accessible. Pour que ça soit accessible, c'est toujours la même chaîne de valeur. Les coûts de paiement, pourquoi le e-commerce, ça ne fonctionne pas aujourd'hui en Afrique? Alors que quand on regarde culturellement, l'Afrique devrait être le continent qui, le commerce électronique fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que quand on regarde le Canada, il faut comprendre qu'il y a quand même moins 40 ici des fois. Donc, en termes de l'obésité, le commerce électronique joue sur la santé des gens ici. Contrairement en Afrique, tu es à la maison, déjà il y a 40 degrés. Donc, les calories, ça brûle. Donc, ce qui fait que le commerce électronique doit forcément fonctionner en Afrique, qui est partout dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est le coût. Le coût en termes de moyens de paiement. Quand on regarde aujourd'hui, les gens ils vont aller chercher sur le prix de vente déjà sur du marchand. Et puis le marchand, de fait qu'il n'a pas une plateforme, il va payer aussi la commission. Donc il y a deux choses, ce qui fait que le prix de vente augmente. Parce qu'il y a le coût de la logistique, il y a le coût sur le moyen de paiement, et puis les plateformes qui mettent à disposition ce produit sur le web prennent aussi des commissions. Il faut comprendre que nous, on n'a pas tout ça. Hein. On n'a pas le coût de commission. Il faut comprendre aussi que tout ce qui est pour le coût sur les paiements, on n'a pas ça parce qu'il y a la carte Colosso qui est là, qui, quand tu fais un achat sur la plateforme, ça te coûte 150 francs CFA. C'est un prix qui est fixe. Okay? N'importe qui, pour n'importe quel montant, c'est 150 francs CFA.
Et puis, quand on regarde aussi en termes de logistique, on est très, très compétitif. Il n'y a pas une compagnie qui est plus compétitive que nous en termes de logistique. Pourquoi on fait ça? C'est pour développer les produits africains. C'est pour obliger les gens à aller vers des solutions de e-commerce. C'est aider les gens à aller vers ces solutions-là. Mais si on ne fait pas ça, l'Afrique est censée être un continent pauvre. Mais en réalité, il y a plus de flux d'argent qui quittent vers l'Afrique, vers les autres continents. Comment vous pouvez comprendre ça? OK, alors, bien sûr, il y a plusieurs explications, plusieurs facteurs qu'on pourrait développer ici durant pas mal de minutes, qu'on n'a pas. Mais j'ai bien compris que vous avez en tout cas à cœur de faire en sorte que les produits africains puissent atteindre les autres marchés dans des conditions les plus acceptables, notamment avec des prix abordables. Et être aussi en Afrique. Voilà, tout à fait. Donc, vraiment, c'est bien noté. Mais je voulais, en passant à M. Pelcha, voir, est-ce que vos deux systèmes, il y a une intégration entre vos deux systèmes? Parce que avec la logistique Incoterm et Colosso Market, est-ce qu'il y a eu une intégration? Est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser les deux? Ou ces deux sont totalement différentes? J'imagine que oui. D'ailleurs, je ne connaissais pas Colosso avant de commencer la conversation. Alors, c'est sûr qu'on va se parler éventuellement. Mais de toute façon, quand on parle d'intégration, nous, on est en technologie. Alors, tout ce qui est intégration est toujours possible. Et on travaille un peu comme Sidi le mentionnait tantôt. Notre objectif, c'est de les acheminer, les produits, c'est qu'ils se rendent chez le client. Je regarde une des questions qu'il y a dans la marge qui vient d'Abou Bakar, qui demande quels sont les principaux obstacles à l'accès des marchés nord-américains. Ce que je disais tantôt, c'était souvent le manque de préparation au début. On ne s'est pas assuré d'avoir les bons étiquettes et tout ça. Et également, comme Sidi le mentionnait, c'est de travailler sur vos prix et effectivement, en étant capable de connaître d'avance les différents prix, en essayant de trouver le meilleur partenaire pour arriver au juste prix ou au meilleur prix de l'autre côté, ça va faciliter votre entrée sur les marchés nord-américains. Donc ça, c'est des obstacles, bien entendu. Merci beaucoup. Il y a déjà M. Constant Assandé qui veut partager donc avec nous une expérience Colosso. Est-ce qu'il est là? M. Assandé, vous pouvez activer votre micro? Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous attend maintenant. On vous entend. Alors, bonsoir, chers experts. Alors, je suis très heureux de participer à cet événement-là avec M. Karl et surtout Sidi. Voilà que j'ai eu l'occasion de rencontrer ici à Abidjan lors d'une mission. Il faut dire que l'expérience Colosso est très intéressante pour surtout les exportateurs. Alors, étant directeur commercial dans une PME agroalimentaire, le gros souci qu'on avait, c'était d'intégrer le marché canadien et états-unien à cause, n'est-ce pas, de la qualité des produits. Et quand je parle de qualité des produits, c'est surtout comment je vais appeler, les barrières. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les produits respectent une certaine norme. Et avec Colosso, on a eu cette facilité-là de permettre à nos produits, c'est-à-dire les échantillons, de parcourir Abidjan jusqu'au Canada. Et ça, c'est extraordinaire. Ce qui fait qu'on peut facilement prendre un conteneur de 40 pieds ou 20 pieds, l'expédier au Canada sans souci, parce que derrière, Colosso a fait le gros travail pour nous. Et vraiment, c'est vraiment intéressant. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment partager cette expérience-là. D'accord. Merci beaucoup, M. Assandé. J'ai une question à la fois pour Colosso, mais aussi pour M. Pelcha. Tout à l'heure, on a évoqué tous l'aspect préparation, notamment adapter les produits ou du moins faire en sorte que les produits puissent respecter les normes du continent nord-américain. On sait que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Alors, est-ce que vos différentes plateformes, est-ce que vous aidez, je me base aussi sur le témoignage de M. Assandé, pour dire qu'est-ce que vous aidez les différents producteurs ivoiriens ou africains à se conformer à ces exigences-là qui constituent quand même un blocage assez conséquent aux exportations ivoiriennes et africaines vers les États-Unis et le Canada. M. Pelcha d'abord. Absolument. Dans notre équipe à l'interne, on fait ça tous les jours. On a des clients qui, effectivement, vendent dans beaucoup de pays. Puis là, ils se disent, OK, maintenant, on regarde le marché américain.
on a un processus de qualification au niveau des produits. La première chose que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça rentrer dans le marché nord-américain, le marché canadien. Je reviens à ce qu'on disait tantôt, Carl l'a mentionné aussi, si on est préparé d'avance, si on est allé chercher les différents éléments, les formations, et lorsqu'on arrive aux produits, il y a deux choses qu'on regarde. Les ingrédients. Est-ce que les ingrédients qui sont là sont permis d'entrer ces produits-là au Canada et aux États-Unis? Si les ingrédients sont permis, maintenant, comment c'est emballé, pot de plastique, pot de verre et l'étiquetage? Un coup que c'est fait, je m'excuse, mais c'est un passeport. Vous pouvez y aller. Alors, les difficultés ne sont pas là. Les difficultés, c'est comme on le mentionnait tantôt. C'est plus par rapport à ne pas faire ses devoirs ou avoir les bons partenaires au niveau de la logistique et du transport. Parce qu'un coup que ça c'est fait, un coup que vous connaissez la chaîne, après ça, c'est juste de suivre ces éléments-là puis y aller un après l'autre. Et ce ne sera pas différent si vous voulez l'envoyer en Allemagne ou si vous voulez l'envoyer en Chine. Ce ne sera pas différent. C'est bien noté. Monsieur Sidi? Oui. En fait, par rapport à cette question, c'est la même chose qu'on fait. Regarde déjà, tu sais, il y a beaucoup de marchands et promoteurs locaux en Afrique qui n'ont même pas de registre de commerce. C'est clair. Donc, ce que nous, on fait pour eux, c'est de les accompagner déjà. Ils ne payent même pas ces registres de commerce-là. Parce que notre plateforme, elle est faite pour accompagner, comme je dis, je répète encore, les promoteurs locaux. Donc, ces gens, pour qu'on puisse travailler avec eux, pour qu'on puisse les donner les TPE colossaux, pour que les gens puissent payer avec la carte colossaux, etc., pour qu'ils soient présents sur notre plateforme, il faut déjà que ces marchands locaux soient quelque chose légal, légaux dans leur pays. Okay? Donc, on les accompagne déjà pour obtenir dans leur propre pays tout ce qui est les registres de commerce, etc. Ensuite, on regarde les produits. On va les accompagner aussi pour la certification, etc. C'est ça qu'on fait. Nous, notre objectif, c'est qu'il faut comprendre, nous, le positionnement stratégique est clair. On ne va pas dans tous les sens. On ne travaille pas avec les commerçants qui importent de Chine et qui vendent sur notre plateforme. Non, non, non. Nous, on travaille uniquement avec des marchands locaux, les accompagner pour qu'ils se développent. C'est ça la stratégie. Elle est complètement claire. Et on ne va pas chercher de l'argent dans leur poche. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez été tous très clairs. Carl, je voudrais vous laisser le mot de fin, à vous ou à monsieur le directeur général, pour donc conclure cette séance d'échange que je pense nous a permis de mieux comprendre comment intégrer, donc rejoindre les marchés extérieurs dans ces périodes post-crise. Merci, M. Zoulana. D'accord. Je voudrais d'abord dire merci à M. Carl, M. Sidi et M. Sam pour leur disponibilité, parce que lorsqu'ils ont été sollicités, ils n'ont pas hésité un seul instant à accepter notre proposition d'organiser ce webinaire avec nous en collaboration avec la CGEC. C'est également l'occasion pour moi de remercier le patronat ivoirien pour sa confiance, la confiance placée en notre cabinet, bien sûr, et dire merci à tous les participants et leur promettre que M. Carl, Sidi et Sam sont disponibles pour d'autres thèmes de formation qui seront incessamment communiqués pour le bon fonctionnement de leurs activités et la réussite de l'exploitation de leurs produits. Je vous remercie. Merci beaucoup, Carl. Oui, alors, merci de vous être branché, d'avoir pris du temps avec nous. C'est une joie pour nous de pouvoir contribuer à l'essor économique du continent africain, de la Côte d'Ivoire. Vous comprendrez que lors de cette courte session, on n'a rien réglé. On a souligné toute une série d'éléments à régler. On se rend compte qu'on a des compétences à développer. On a de l'apprentissage à faire. On a aussi, quand je dis on, c'est vous et moi, de l'expérience à acquérir pour pouvoir rester compétitif, être plus compétitif et aller prendre les opportunités qui sont offertes dans un contexte post-COVID. Je l'ai mentionné au tout début, il y a de l'opportunité qui se développe.
parce que la chaîne de valeur est en mouvance, elle change. Et c'est le moment de s'intégrer à différents endroits pour aller porter son produit là où on est déjà, ou service, là où on n'est jamais allé le porter. Parce que comme ça bouge, il y a des interstices dans lesquels on peut se faufiler et rentrer là. Alors, ce que l'on propose avec le cabinet de service conseil et le patronat, c'est un programme de formation qui aura lieu aussitôt qu'on peut prendre l'avion et se déplacer, qui va se dérouler sur une semaine, qui va couvrir les différents éléments qu'on a abordés aujourd'hui. Conquête des marchés, stratégie, logistique, facilité de paiement, utilisation des plateformes électroniques, les stratégies à mettre en place, la réglementation, tous ces éléments-là, et qui va être accompagné pendant une période de plusieurs semaines d'un coaching individualisé, qui va vous permettre donc de pouvoir non seulement l'entendre, mais le comprendre et le mettre en application. Et à la fin de tout cela, vous allez être capable d'aller conquérir l'exemple que je vous ai montré de l'entreprise tunisienne, il y a 1 an et demi de travail derrière pour pouvoir se rendre jusque-là. Et aujourd'hui, elle vend ses produits où elle ne les vendait pas il y a 2 ans. Mais évidemment, il a fallu former, accompagner, coacher, guider, appuyer, présenter les bons intermédiaires, comme par exemple Colosso, pour comprendre et mettre ça en place, pour que ça fonctionne et que ça donne de véritables résultats. Et notre satisfaction à la fin de tout ça, c'est de voir que 2 ans plus tard, vos exportations ont augmenté grâce à notre maigre contribution, bien sûr, mais aussi grâce à notre maigre contribution pour vous permettre d'exceller et de pouvoir garder cette place prépondérante que représente la Côte d'Ivoire sur les marchés extérieurs. Merci de votre attention. Merci, Carl. Je crois que John demandait, nous disait comme ça que la barrière linguistique peut parfois poser problème. Qu'est-ce que tu en penses, Carl? Bon, je travaille beaucoup sur le continent. J'ai un français un peu plus adapté. Vous avez remarqué mon ami Sylvain, qui était peut-être un peu plus québécois dans son intonation. Vous n'avez certainement pas tout saisi. Pourtant, il parle français. Alors, vous parlez, vous conversez français et vous n'avez pas tout compris ce qu'il vous a dit. Vous avez dit oui, oui, comme ça, mais vous n'avez pas tout saisi. Je le sais. Je me souviens, Patricia, n'est-ce pas, la première fois qu'on a fait une présentation, 2099, au Novotel, sur l'utilisation des technologies de l'information et l'application commerce international, j'avais une vidéo d'entreprise québécoise qui exporte des camions-citernes sur les marchés saoudiens. Et sur place, vos yeux se sont ouverts comme ça. Il parlait français, hein? Il disait, ouais, chez nous, on fait des citernes, puis on vend ça en Arabie Saoudite, puis on a, grâce à vos maisons de commerce. Et là, vous étiez estomaqué en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et il parle français. Évidemment, si on rajoute l'anglais là-dedans, si on rajoute le serbo-croate, le chinois, l'arabe, ça devient une notion de culture. C'est un des termes qu'on aborde dans la formation. C'est l'importance de comprendre les cultures avec lesquelles on travaille et d'y voir une certaine adaptation pour bien comprendre que l'on ne vend pas un produit ivoirien à la méthode ivoirienne à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Que ce soit au Maroc, que ce soit en Autriche ou au Québec, il y a une compréhension qui doit être en place. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Carl. Merci à tous les participants. Nous avons été 31 personnes à suivre cette conférence pour un peu plus d'1 heure. Merci beaucoup. J'espère qu'on va se retrouver encore sur d'autres thèmes. Merci beaucoup. Je voudrais donc, si vous me permettez, mettre un terme à cette conférence et puis, encore une fois, vous dire que la CGCI sera toujours heureuse de travailler avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci 1000 fois d'être avec nous. Merci, Carl.